Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer donc cet atelier de la matinée donc sur les variétés résistantes qu'en pensent les consommateurs. Et donc pour nous présenter cet atelier et nous inviter à être aussi à participer à cet atelier, donc nous accueillons Fouad Chériet. Donc tu es docteur en gestion et maître de conférence en stratégie agroalimentaire à l'Institut Agro de Montpellier. Et donc tu es responsable du projet Ressenti qui fait partie d'un grand projet régional Vinidoc, donc sur la perception et l'acceptation des variétés résistantes par les producteurs et consommateurs. Tu vas nous en parler un petit peu plus précisément. Et donc nous accueillons aussi Inès Maranon, donc, qui est ingénieure. Tu es ingénieure de recherche en développement et système d'innovation en agriculture et alimentation durable. Et donc, vous allez nous présenter dans des éléments de recherche donc, de ce programme Ressenti sur le développement des variétés résistantes, l'adoption par les producteurs et l'acceptation par les consommateurs et citoyens. Et vous allez nous inviter aussi à participer à travers une séance Woodclap pour donner aussi votre ressenti. Voilà, merci. Ravi d'être ici parmi vous. Donc, Fouad Chériet, je suis professeur à l'Institut Agro. J'enseigne le marketing du vin à des élèves ingénieurs, mais aussi à des masters en commerce des vins. L'idée aujourd'hui, c'est de, rassurez-vous, ça ne sera pas un cours ni une conférence magistrale, c'est de vous exposer quelques premiers résultats du projet, de vous expliquer ce que ce projet signifie pour nous, quelles sont les attentes, et puis de vous faire participer à travers une séance de questions. Donc le projet Ressenti, c'est un projet qui s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus large, dispositif Vinidoc, Valérie en a parlé, financé essentiellement par la région. Et nous, on est le 4e projet de ce dispositif qui s'intéresse aux producteurs d'une part, pourquoi et pourquoi pas ils adopteraient des variétés résistantes, et puis aux consommateurs surtout, c'est une forte demande de la profession. On a 2 partenaires qui financent une partie d'une thèse, que sont Foncalieu et Grancher de France. L'idée, c'est de comprendre, si on lance des variétés résistantes, comment communiquer dessus, que mettre sur l'étiquette, que dire aux consommateurs. Et puis du côté producteur aussi, c'est de comprendre les freins et les motivations d'adoption. Je vous demanderai d'ores et déjà de répondre à cette première question, mais même si vous ne répondez pas sur vos téléphones, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre avis sur quels sont les enjeux futurs et les principaux défis de la filière. Et donc, si vous pouvez juste scanner le QR code, je vous dirai tout à l'heure ce qui ressort. Mais globalement, il y a 2 thématiques importantes. La première thématique, c'est la thématique de la déconsommation. Beaucoup de personnes sont conscientes de ça. Les projections du CNIV, par exemple, parlent de moins 25% de la consommation en France à échéance 2034, essentiellement sur le rouge. Et nous, en région et en France en général, on est marqué par le vin rouge. Et puis le deuxième grand défi, c'est le défi changement climatique, adaptation au changement, modification du paysage. Certains parlent de transhumance des vignobles. Nous, à l'Institut Agro, on a un projet de recherche, c'était inimaginable il y a 10 ans, mais un projet de recherche qui s'appelle NewClim avec des Suédois sur planter de la vigne en Suède. Et donc c'est un enjeu majeur pour la profession. Viticulture en France, vous le savez, c'est une culture extrêmement importante, 3% des surfaces pour 15% de la valeur agricole, mais c'est aussi une culture qui utilise beaucoup de pesticides et qui est très sensible aux effets du changement climatique avec des... Je ne citerai pas les résultats des rapports, mais vous avez beaucoup de recherches là-dessus. Et dans la région, on est aussi des utilisateurs importants de pesticides, de traitements sur la vigne. Alors on n'est pas les champions, mais pas loin, avec des utilisations à l'hectare extrêmement importantes. Deuxième question, et vous pouvez toujours répondre, c'est pour vous, qu'évoquent les variétés résistantes? Et vous allez voir que déjà, en termes de connotation,
il y a des craintes des consommateurs sur la signification du mot résistant. Résistant à quoi? Est-ce que c'est des OGM? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est mauvais? Et même dans le débat scientifique, il y a une grosse polémique sur l'utilisation du mot résistant par rapport à tolérant, etc. Et donc, pour nous, il est extrêmement important de bien communiquer sur les avantages des variétés résistantes, sur réduire des craintes potentielles, et puis dire que ce sont des variétés qui amènent aussi à beaucoup moins de traitements sur le plan sanitaire et phytosanitaire. Donc je fais très vite pour laisser aussi la parole à Inès. Les variétés résistantes, c'est des variétés hybrides. Les programmes en France sont assez anciens. 80% de réduction de l'usage des fongicides, réduction des coûts, mais aussi avantages environnemental certains, diminution de l'empreinte carbone. Et donc, vous avez des avantages assez manifestes de l'utilisation de ce type de variété. Juste sur les surfaces, pour qu'on sache de quoi on parle. Bien sûr, il y a une conférence là-dessus, mais c'est très anecdotique en termes de surface. On est sur 0,35% de la surface viticole française. Là, vous avez un premier résultat d'un doctorant du projet Ressenti qui vous donne la répartition, et vous le voyez en bas, sur votre gauche. La région Occitanie est extrêmement concernée, extrêmement dynamique sur la plantation des variétés résistantes. Alors, les variétés les plus plantées, c'est le Floréal, le Souvigny gris, l'Artaban et le Vidocq. Et même si c'est très petit, il y a quand même une dynamique. Entre 2022 et 2023, les derniers chiffres, on a plus 34% des plantations. Et d'ailleurs, ce doctorant sur d'autres cartes a montré que des départements non viticoles commencent à planter de manière assez importante des variétés résistantes de vignes. Bon, si je ne lance pas, vous ne pouvez pas répondre. Mais l'idée ici, c'était de savoir, selon vous, quels seraient les arguments en faveur de l'adoption et les arguments en défaveur de l'adoption, notamment par rapport aux producteurs. Les premiers résultats qui nous viennent, c'est d'abord des producteurs qui adoptent parce que des pépiniéristes proposent, et parce que des pépiniéristes proposent ça avec un discours commercial assez important. Des coopérateurs qui adoptent, mais qui, par la suite, remettent ça à leur coopérative, et c'est la coopérative qui doit se débrouiller, entre guillemets, pour trouver des débouchés à ces produits-là. Typiquement, Foncalieu, à qui des coopérateurs remettent des vins issus de variétés résistantes, et qui, elle, doit lancer une nouvelle gamme, vous la connaissez, une nouveauté, et qui connaît un certain succès à l'export, mais pas beaucoup en France. Donc la quasi-totalité de la gamme nouveauté de Foncalieu, issue de variétés résistantes, est exportée en Allemagne. Le projet Ressenti, c'est 6 équipes de recherche, 12 chercheurs, 4 experts associés sur toute la région Occitanie, des équipes basées à Toulouse, à l'INSA de Toulouse, à l'IEP Purpan, mais aussi à l'Institut Agro à l'INRAE, avec la collaboration de l'unité expérimentale de pêche rouge, mon collègue Alain Sanson qui fait partie des équipes du projet ici présent. 3 volets. Un premier volet de diagnostic. Quelles sont les surfaces, quelles sont les productions, quelles sont les variétés plantées, quelles sont les dynamiques sur le plan territorial. Puis un intérêt pour les producteurs et un dernier intérêt pour les consommateurs. Et je vais vous présenter quelques résultats ici sur les consommateurs. Donc, en termes de méthode, c'est plutôt des analyses de filière, mais aussi une combinaison d'analyses sensorielles et qualitatives. Et puis, l'originalité, c'est qu'on a monté une salle qui s'appelle la salle Focus Group. C'est une salle qui combine analyse sensorielle, discussion avec les participants, et puis du ice tracking. C'est une technique qui sert à vérifier l'intérêt des consommateurs sur des éléments visuels, que ce soit les étiquettes ou des linéaires tests. On a monté un linéaire comme en grande distribution pour comprendre les temps de fixation,
les temps le chemin parcouru sur un certain nombre d'informations. Donc pour nous, l'idée, c'est évaluer l'influence des informations fournies par une étiquette ou par une bouteille pour ensuite pouvoir développer un argumentaire commercial et des outils de communication à l'intention des professionnels de la filière. Il y a 2 thèses. Une thèse pour chaque volet, une thèse pour le volet producteur qui se fait à Toulouse et une thèse sur le volet consommateur qui se fait à Montpellier et avec cette salle Focus Group qui constitue un outil d'application pour les doctorants mais aussi pour les chercheurs. Donc les premiers résultats obtenus, d'abord, c'est caractériser les variétés existantes au prix d'un jury d'experts. Quelles sont les caractéristiques sensorielles, notamment de ces variétés existantes. Ce qui est apparu, c'est que c'est des variétés avec des caractéristiques assez diversifiées, comme pour les vins classiques. C'est aussi des variétés qui n'ont pas de motif de rejet sensoriel. Sur le goût, il n'y a pas de motif majeur de rejet. Et puis, on a cartographié les variétés résistantes en France. On a mené une petite recherche sur l'historique des programmes d'adoption des variétés en France. Et ce qui ressort, c'est qu'on est assez en retard par rapport à des voisins suisses, italiens et allemands notamment. Je parle en termes de recherche. On a aussi répertorié tous les vins issus de variétés résistantes commercialisés en France. On est autour d'une quarantaine de références. Je vais vous montrer quelques résultats. Et puis, on a fait une petite analyse de seuil de détection et de rejet par les consommateurs. Et puis, quelques focus group auprès des consommateurs pour savoir est-ce qu'ils acceptent ou pas ces vins issus de variétés résistantes. Quelques résultats sur le rejet, par exemple, et la détection. Donc ici, le but, c'est de faire déguster des vins issus de variétés résistantes à un jury d'experts et un jury de consommateurs. Le graphique sur seuil de détection. Et voir à quel moment, à quel niveau dans l'assemblage, ces variétés résistantes sont détectées par l'un ou l'autre échantillon. Et donc, vous le voyez bien, on a testé pour le Vidocq et l'Artaban. Ils sont détectés à 7,7% par les experts et 6,9%. Donc, on est autour de 7% à peu près. Et puis, à des niveaux beaucoup plus élevés, ce qui est normal, ce n'est pas un résultat extrêmement original, par les consommateurs. On reste quand même sur des niveaux qui sont inférieurs à ce qui est autorisé dans les vins de France, par exemple, 15%, sans que la variété résistante soit signalée dans l'assemblage. Ensuite, on a essayé de regarder à quel moment ils rejettent ces variétés résistantes en termes de comparaison dans la dégustation. Et là, il y a un résultat un peu mitigé qui est ressorti. D'abord, pour l'Artaban, ils préfèrent soit des mono-cépages juste Artaban ou majoritairement avec l'Artaban, mais pas les assemblages équilibrés entre les deux. Et puis pour le Vidocq, aucune préférence n'est ressortie. Il y a possibilité de l'utiliser de manière illimitée dans les assemblages ou même l'utiliser de manière unique. Des profils de consommateurs très très différents aussi, certains qui sont neutres vis-à-vis de ces variétés, et puis d'autres, des hommes plus âgés avec des consommations régulières qui rejettent un peu plus ces variétés résistantes, notamment pour leur sucrosité et leur manque d'équilibre. Pour l'offre maintenant, comme vous pouvez le constater, une centaine de références, dont une quarantaine bien commercialisées, qui utilisent essentiellement du Floréal, Souvigny Gris, Artaban et Vidocq, majoritairement dans des vins blancs, 58% labellisés bio, et avec des prix qui vont de 5 à 18 euros et un prix moyen de 10,5 euros. Très peu ont une gamme complète, c'est plutôt un complément de gamme ou un lancement d'un seul produit pour tester. Et en termes de communication maintenant, sur le graphe de droite, vous avez des producteurs qui ont une communication très timide sur la résistance, parfois fantomatique, pour le K3. On l'utilise mais on ne le dit pas, ou on le dit en très petit sur la contre-étiquette. Et puis vous avez certains qui sont
sur des communications en utilisant les variétés résistantes très militantes. Hein, vous voyez, résiste sur l'étiquette ou variété naturellement engagée sur la contre-étiquette, etc. Donc, globalement, sur la répartition, on a soit ceux qui revendiquent pleinement, 40%, soit ceux qui ne le revendiquent pas du tout, et ça représente 37%. Est-ce qu'il faut communiquer sur la résistance ce qu'on vient de voir dans les étiquettes? Il y a deux cas de figure. Hein, non, je ne veux pas communiquer sur l'utilisation de vins issus de variétés résistantes dans mes assemblages, ou même quand je l'utilise seul. Ou oui, mais si c'est oui, comment je communique, quelles informations je transmets, etc. Et là, on a, ce que je vous disais, hein, plusieurs manières. Hein. Il y a des labels, il y a des manières d'en parler. Hein. Cépage résistant, je le dis clairement, hein, 100% floréal, cépage résistant, etc. Ou sur le cœur de l'étiquette. Et là, on a utilisé cet outil-là, c'est des lunettes qui filment à la fois ce que voit le consommateur, mais qui filment aussi ses yeux pour avoir son attention. Parce qu'avec ces lunettes, on peut considérer que c'est un proxy d'attention, et c'est un proxy assez net, hein, assez clair, c'est des dilatations de pupilles, et on peut savoir à peu près ce que, si je peux passer la vidéo, ce que peut regarder un consommateur. Là, vous avez le point rouge, c'est ce que regarde le consommateur, et puis on peut faire des cartes de chaleur pour voir quelles sont les durées de fixation et donc quels sont les intérêts des marqueurs visuels sur lesquels son regard insiste. On a fait aussi des tests sur les prix, sur les consentements à payer. Est-ce que des consommateurs seraient prêts à payer plus cher ou moins cher? Et donc, on pourrait vous refaire l'expérience. Ce qui ressort, c'est qu'on a une dichotomie de consommateurs, certains qui sont assez engagés et qui consentent un prix un peu plus élevé. On a testé ces trois types d'étiquettes, alors que d'autres pénalisent au contraire le fait que le vin contienne des variétés résistantes. Et donc, je paye moins cher quand il est signalé vin issu de variétés résistantes que quand il ne l'est pas, et notamment après dégustation. Donc ce n'est pas une histoire de goût qui reste objective en comparaison, c'est une histoire de l'information qui est communiquée derrière. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à ma collègue et ensuite on pourra discuter aussi, si vous avez des questions, des réactions par rapport aux résultats, des questions de compréhension ou de précision. Merci beaucoup. Bonjour. Donc je remercie Fouad de me laisser quelques instants c'est pour vous présenter, vous parler d'un nouveau projet de recherche participatif qui démarre, qui s'appelle Vinidoc Lab, qui s'inscrit dans le grand programme Ressenti. Et l'objectif de ce petit projet, c'est d'essayer de trouver ensemble des solutions pour faire face aux maladies et aux changements climatiques, et donc d'essayer de préserver le matériel végétal en Occitanie face à la transition climatique. Donc l'idée de départ, l'objectif, c'est de se dire est-ce qu'on peut réfléchir à de nouveaux idéotypes de la vigne, tolérants aux maladies et résistants à la sécheresse. Voilà. Donc le constat qu'on a au départ, c'est de se dire que, bon, effectivement, la région est soumise à de fortes contraintes climatiques, mais on a aussi en Occitanie, c'est ce qu'a rappelé Fouad, un coup d'avance et une force en termes de connaissances en viticulture et en particulier sur les variétés résistantes. Et donc, ce qu'on propose dans le cadre de cette recherche, c'est de réfléchir aux idéotypes en portant sur la question de l'adaptation à la sécheresse de variétés qui seraient choisies par vous, par des professionnels, pour leur qualité en termes face aux maladies cryptogamiques. Et donc, les principes d'action du Living Lab, c'est de partir de l'existant,
de mener des réflexions en grandeur réelle sur le terrain et en construisant une méthode de travail collaborative qui soit suffisamment robuste pour accueillir une réflexion à la fois scientifique, mais aussi à l'autre bout des connaissances, des attentes de la part de citoyens ou de consommateurs. Et donc de pouvoir amener des personnes qui ne sont pas du tout expertes dans le vin et sur les questions viticoles, pouvoir échanger avec des professionnels, donc avec vous, et avec des chercheurs. Voilà. Et on fait le pari qu'en mobilisant à la fois des connaissances des différents chercheurs qui sont dans le projet Vinidoc, Fouad en a un peu parlé, mais il y a 4 grands projets emblématiques, des chercheurs qui portent des questions sur la génétique, donc sur la plante, et donc l'évolution du génome des plantes, d'autres sur la viticulture durable, c'est-à-dire toutes les stratégies d'adaptation en viticulture qu'on peut imaginer, avec en particulier un objectif zéro phyto. Voilà. Et puis un programme aussi sur l'adaptation des pratiques œnologiques au changement climatique. Et puis, bien sûr, les consommateurs. Donc, l'idée, c'est de réunir des chercheurs, des viticulteurs qui travaillent sur ces variétés résistantes, déjà, pour faire remonter des signaux faibles et pour accélérer l'identification de nouvelles questions de recherche, de projets emblématiques, je dirais, au niveau de la région, et de voir comment on peut communiquer plus facilement sur la résistance et sur les vins issus de la résistance auprès des consommateurs, mais aussi auprès des citoyens, c'est-à-dire sur des problématiques plus environnementales et sanitaires. Voilà. Donc actuellement, on cherche des collectifs qui seraient volontaires pour s'engager dans cette réflexion. Encore une fois, je vous dis, c'est un petit projet, c'est-à-dire que l'idée, ça serait d'organiser 2 temps d'atelier sur une journée cette année, d'ici la fin de l'année, pour identifier collectivement les problématiques, les questions, les besoins et focuser un petit peu sur les stratégies d'adaptation que vous mettez en place en tant que viticulteur et de voir comment les questions de recherche peuvent éclairer vos problématiques et voir si on peut en faire émerger d'autres et puis aussi travailler avec des citoyens. Et puis un deuxième temps d'atelier, sans doute l'année prochaine, pour travailler cette fois-ci sur la rédaction de cahiers des charges d'idéotypes en identifiant toutes les caractéristiques, les déterminants qui pourraient être intéressants en fonction d'un idéotype que vous pourriez choisir. Donc ça peut être par exemple un idéotype qui regarde la notoriété des vins et comment jusqu'où on peut aller en termes de typicité en mettant des cépages résistants. Ou alors les pratiques culturelles de conduite du vignoble, et jusqu'où on peut aller dans le zéro phyto. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qui font débat et qui pourraient être intéressantes de partager collectivement. Voilà, donc le WICLAP, on va pas. Enfin, moi j'avais prévu un WICLAP, mais c'était surtout pour discuter avec vous justement. L'idée, c'était plutôt que si vous avez des informations sur le projet, je vous ai laissé mes coordonnées après. Mais là, je voulais profiter des 5 minutes que j'ai pour savoir, selon vous, par exemple, ce défi donc, de la transition climatique et d'utiliser des cépages résistants pour les adapter à la sécheresse, c'est un défi qui est plutôt à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans. Et en fonction de ce temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on est plutôt sur réfléchir à des stratégies d'adaptation à 5 ans, à 10 ans ou à 30 ans, quoi. Voilà, par exemple. Alors, je vais laisser vos collègues parce que c'est un des spécialistes de la question de l'inscription. Oui, donc l'inscription effectivement des cépages résistants, on en est où et quel est le temps qu'il faut effectivement pour qu'une variété résistante rentre dans la liste des cépages autorisés? Moi, le nombre, je ne peux pas vous le dire exactement parce qu'il y en a quand même. Et puis quand vous parlez d'inscription, il y a l'inscription faite par les cépages, la recherche française, mais il y a aussi maintenant la recherche européenne. Quand on parle du Sauvigné gris, c'est pas une variété qui a été inscrite, qui a été créée en France. Donc c'est plus européen. Donc il y en a beaucoup. Le temps pour avoir une inscription, c'est assez long. La sélection variétale, elle est très très longue. Quand on arrive au stade, ce qu'on appelle le stade 2, presque à la fin,
il y a les 3 années de ce qu'on appelle la VATE. Donc, c'est validation agronomique, technologique et environnementale de ces variétés. Donc, ça veut dire 2 parcelles à 2 endroits différents. Et pendant 3 ans, observation de la phénologie de la vigne, vinification pour voir ce que c'est sur le résultat. Et après, c'est communiqué à une commission qui va présenter. Alors, c'est chaque fois un acteur. Donc, INRAE en présente un certain nombre, dont vous avez entendu parler, mais c'est pas, il y a les pépiniéristes, il y a d'autres acteurs qui peuvent présenter ces variétés. Et avec un dossier assez étayé, hein, puisqu'il y a 3 années d'expérimentation, 3 années de suivi. Et là, cette commission, elle propose, avec un baptême, une baptisiste variété, parce que jusqu'à maintenant, c'était des numéros. Et donc là, après, c'est soumis au ministère de l'Agriculture qui signe le décret. Voilà. Alors, nous, à l'unité expérimentale de Pêche-Houle, on est très concernés par un certain nombre de variétés dites bouquets. Donc, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors, ces variétés-là, la VATE est terminée. On a fait la dernière vinification en 2024. Donc, elles vont être présentées à la commission, un certain nombre d'entre elles, en 2025. Et donc, elles devraient être inscrites en 2025. Enfin, de moins soumis au décret d'inscription. Je me permets juste de compléter parce que, en tant que marketeur, il y a 2 problèmes dans cette longueur de procédure, mais aussi dans le choix du nom. Il n'y a aucun consommateur qui est consulté, il n'y a aucun spécialiste en marketing qui est consulté. Et heureusement déjà qu'on est passé de numéro B236E à des noms, mais vous voyez, les noms, alors que pour d'autres produits, hein, les marques testent les noms auprès des consommateurs. Ici, c'est surtout des techniciens, des ingénieurs, des agronomes qui décident. Artaban. Et on demande ensuite, mais pourquoi ça ne fonctionne pas auprès des consommateurs? Pourquoi ils n'aiment pas ce nom? Peut-être qu'il fallait le tester un peu avant de le proposer. Et deuxième problématique, donc sur ces variétés, la procédure est longue, complexe, elle est très rigoureuse sur le plan scientifique, technique, réglementaire, mais ensuite on se heurte aussi à l'aval de la procédure, c'est-à-dire l'adoption par les appellations, où là c'est complètement verrouillé, on va dire ça comme ça. Oui. Excusez-moi, les appellations ne sont pas hostiles aux variétés résistantes. C'est plus le temps que ce soit inscrit, que l'INAO accepte l'évolution du cahier des charges. Je ne crois pas que les appellations fassent de la résistance à ce niveau-là. Hein. C'est un joli jeu de mots, mais je ne sais pas. Bonjour, Pascal Laville, INAO. Donc, je me permets d'intervenir là. Nous avons inscrit depuis maintenant quelques années un process qui justement permet d'introduire relativement rapidement. En gros, si c'est pour les IGP dans l'année, c'est fait. C'est pour les appellations, ça peut être fait dans l'année. Voilà. Mais on a un dispositif qui permet de l'introduire. Par contre, on a un dispositif qui permet aussi de maîtriser le résultat, parce que, notamment si on parle d'appellation, on parle de vin reconnu avec une certaine identité liée au secteur de production, à la manière de le produire, et on ne peut pas lâcher directement des variétés que l'on connaît peu en vinification, tout d'un coup être à 50-60% dans les vins de telle ou telle appellation. Je veux dire, l'effet appellation, enfin, l'appellation est faite justement pour protéger par rapport à ça. Donc il faut relativiser l'impact, c'est vrai que, mais il n'en demeure pas moins que dans un process qui permet d'expérimenter, qu'on appelle VIFA, donc, on introduit ces variétés d'intérêt à fin d'adaptation pendant une période test, mais pendant cette période test, les vins peuvent être produits avec une limite de pourcentage de présence, mais les vins peuvent être produits en appellation. Donc je me suis permis de réagir parce qu'on dit toujours, voilà, on ne peut pas y aller parce que c'est verrouillé par l'INAO, parce que machin. Si vous regardez la production en indication géographique protégée, je vous dis, la plupart des modifications de cahier des charges se sont faites en moins de 6 mois. Donc voilà. Donc
j'accepte qu'on dise qu'on a un temps long, mais d'abord on le fait exprès pour maîtriser et pour protéger la production. Mais dans certains cas, on lâche un petit peu la bride justement dans cet aspect variété résistante. Après, sur la dénomination, je ne veux pas être trop long, mais sur les noms des variétés, il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat. L'objet étant aussi d'être... alors, pardon si certains dans la salle ne partagent pas mon propos, mais parce qu'il y a un débat en ce moment justement sur le sujet. L'attention que l'on a essayé de porter est de ne pas prêter confusion entre ces variétés résistantes, nouvellement produites et obtenues et mises en circulation, avec les variétés parents à partir desquelles elles ont été obtenues, et ne pas entre guillemets, essayer de ne pas galvauder l'identité auprès du consommateur de telle ou telle variété par des croisements. Alors, je sais que certains préféreraient pouvoir récupérer la notoriété de ces variétés pour justement capter le consommateur. Pour l'instant, notre mission est plutôt d'essayer de protéger les producteurs et les consommateurs. On est tout à fait d'accord. Oui, juste pour intervenir par rapport à ça, effectivement, la France, c'est la France qui est voilà. Par contre, il y a d'autres pays européens qui n'ont pas cette même idée qui est tout à fait légitime. Je reviens pas. Je voulais aussi parler par rapport au développement de ces variétés résistantes. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a énormément de programmes en France et sur les appellations. Donc Bordeaux, l'Alsace, les Côtes-du-Rhône, même des petites zones comme Picpoul, ils ont des programmes de création de variétés résistantes en lien avec la caractéristique de leur origine et leur appellation. Voilà. Bon, ça mettra un petit moment, hein, ça ne va pas être sortir de suite, mais il faut que vous sachiez que c'est vraiment en cours, quoi. Et puis quand Fouad, tu disais que la France avait un peu de retard par rapport à d'autres pays, je mettrais quand même... Parce que les autres pays ont quand même bénéficié des travaux INRAE antérieurs. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être plus développé à un moment donné, qu'on a un petit retard en France pour les développer pour notre pays, mais je ne dirais pas qu'on a quand même du retard. Le programme de sélection de variétés génétiques en France et notamment INRAE sont quand même très antérieurs et ils ne sont pas en retard, quoi. Alors, quand je dis retard, je ne parle pas de la recherche. Je parle de l'adoption par les consommateurs et l'accueil par les marchés. Le nombre de variétés commercialisées en Allemagne est 10 fois supérieur à celui en France, hein. Au Canada, ils sont même sur le mouvement inverse. Les variétés tolérantes hybrides sont majoritaires et ils sont en train de revenir sur d'anciennes variétés. Et donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de retard, hein, pas sur la recherche. Et la recherche, on sait qu'il y a des programmes européens, il y a des collaborations entre pays, il y a plein de choses qui se font aussi avec nos collègues allemands, suisses et italiens essentiellement. Quels sont les freins, justement, que vous avez identifiés sur ce retard d'adoption des variétés résistantes par les consommateurs? Beaucoup de méconnaissance, peu de communication, peu de valorisation des avantages des variétés résistantes. Moi, je suis très étonné qu'on ne puisse pas communiquer sur le fait qu'il y ait moins de traitement, et beaucoup moins de traitement. C'est-à-dire d'accentuer la communication sur il y a de 4 à 10 fois moins de traitement. Donc l'aspect environnemental est peu mis en valeur. Alors on sait, hein, que les consommateurs peuvent déclarer qu'ils sont sensibles, mais dans l'acte d'achat, ils le sont moins. Ils peuvent dire qu'ils adorent les vins bio, hein, on est à millésime bio, mais trouver que les vins bio sont trop chers. Et donc il y a un décalage entre le déclaratif et l'acte. Mais je suis étonné du côté des producteurs qu'on ne mette pas plus en valeur ces aspects environnementaux des variétés résistantes. Et pourquoi les producteurs, d'après vous, ne communiquent pas suffisamment là-dessus? Déjà, les producteurs ne communiquent pas beaucoup, hein, dans le vin. Ça, c'est le premier constat. Ça dépend des domaines. Ça dépend, mais des régions. En moyenne, on est très loin, hein, des budgets de communication d'autres secteurs. Mais
Je pense que d'abord, la production des vins issus de variétés résistantes reste, vous l'avez vu, hein, extrêmement anecdotique. On a une dynamique, on est très heureux que vous nous accueilliez pour parler du sujet, mais ça reste vraiment anecdotique. Et donc, ce n'est pas du tout un axe de communication. L'adoption est elle-même anecdotique. Je pense que ça viendra dans les prochaines années. Ça sera une nécessité de communiquer avec ces axes-là, parce que le consommateur comprend très vite. Hein. On ne va pas lui parler de nombre d'IFT, mais traitement, moins de pesticides, et puis sur le goût, il n'y a aucun souci, sur la santé, il n'y a aucun souci. Ça, le consommateur admet des arguments intuitifs de la sorte. Je me permets de prendre la parole parce que je suis productrice, donc je peux peut-être répondre. Déjà, quand on souhaite planter des cépages résistants, c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'on a très peu de produits, enfin moi en tout cas, ma démarche c'était de déguster les vins, voir ce que ça peut donner. Et en France, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de vins. Donc on est des groupes de vignerons, on essaie de se réunir et de s'échanger des informations. Mais c'est vrai que pour déguster beaucoup de choses, c'est beaucoup nos pays voisins qui nous aident, quoi. Donc Suisse, Allemagne, Italie. Voilà. Parce qu'il y a très peu de cépages résistants en France, on l'a vu, c'est à peine 1%. Donc voilà, et après il y a plusieurs catégories aussi de cépages résistants. Enfin, faut tenter, mais du coup après c'est très long. Donc voilà. Et comme les vins pas hybrides, enfin pas résistants, et en fonction de comment c'est produit, il y a aussi plein de résultats différents. Hein, voilà. Alors j'en profite pour vous inviter. Alain Sanson et ses collègues organisent assez souvent des jurys d'experts avec des producteurs pour déguster un panel assez large de vins issus de variétés résistantes. On sera ravis de vous accueillir. Donc c'est à Pêche Rouge, à Cuisson. Et l'été, on organise des sessions de dégustation, commentaires sur les étiquettes avant dégustation, après dégustation. Donc on vous exploitera. Je précise que je suis dans le Mâconnais. D'accord. Donc c'est un peu moins... voilà. J'allais dire, le comité interprofessionnel des vins du Languedoc, avec lequel on est en partenariat, a fait ces dégustations et cette communication auprès de ces vignerons. Okay. Maintenant, le Mâcon, je comprends que c'est un peu... On est un peu moins... Si je peux me permettre de compléter, je suis productrice aussi, plutôt dans le sud-ouest. Et l'autre difficulté également, outre le manque de recul un petit peu sur les vinifications et sur les dégustations, c'est aussi la difficulté à se fournir des plants chez les pépiniéristes, parce que tous les pépiniéristes n'ont pas les variétés. Absolument. Ou ils ont les premières variétés sorties. Absolument. Donc c'est la disponibilité, c'est le prix aussi, ouais. Parce que ça coûte cher, des plants résistants. Pour une plantation, voilà, nous on plante de la vigne, on a le premier résultat que dans 3 ans. C'est planté pour au moins 30 ans. Donc il faut réfléchir un peu avant de planter, quoi. Mmh. Donc voilà, nous on a planté un cépage résistant, on en plante 2 autres sur des petites surfaces. Mais c'est pas évident on n'a pas pléthore de choix, quoi, non plus. Voilà. Je suis d'accord avec ces arguments-là. Je vais en rajouter un troisième. Donc sur le prix, pour qu'on soit assez d'accord, nous on a fait des enquêtes là-dessus. On est sur des plans entre 1,50 € et 1,80 € hors variété résistante, 2,15 € jusqu'à 2,80 € sur des plans variété résistante. Donc effectivement, voire plus. Donc effectivement, les prix peuvent être significativement plus élevés. Il y a un autre argument aussi, alors on l'a entendu, c'est les collègues de Toulouse qui font les enquêtes auprès des producteurs. C'est tout le discours aussi sur le contournement et la non-résistance des variétés résistantes sur certaines maladies. Cet été, il y a eu dans la presse beaucoup d'articles, notamment dans le sud, sur des attaques de mildiou sur des variétés résistantes, dans le Gard, dans l'Aude,
Et ça fait, ça crée des craintes aussi des producteurs de dire pourquoi planter si au final la résistance est contournée. Pardon, oui, ça marche. Justement, sur ces phénomènes de contournement, il y a des études qui sont lancées justement là-dessus. Pourquoi ces phénomènes se sont produits? Alors, Alain pourra répondre. Moi, je ne pourrais pas vous répondre techniquement là-dessus. Non, mais... non, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément. Mais en fait, il peut y avoir... on parle de variétés résistantes. En fait, ce n'est pas des variétés résistantes, c'est des variétés tolérantes. Voilà. Déjà, rien que dans cette différenciation dans le terme, en fait, ça veut dire que le mildiou et l'oïdium attaquent ces variétés-là, mais que la plante est capable de réagir et de se défendre, et sans que ça atteigne, la partie récolte, quoi, B. Donc on voit, on les observe, des petites nécroses sur les feuilles, tout ça, mais la plante réagit très vite, a les moyens de réagir pour empêcher le développement des maladies. Alors quand il y a eu ces événements, oui, sur la presse, tout ça, c'est qu'il y a eu une très très forte attaque. Et quand il y a une très forte attaque, même si elle réagit rapidement, voilà, il se peut que sur des années où il y a vraiment des conditions très très favorables, notamment dans le cas c'était au mildiou, même si la plante réagit, elle n'a pas, voilà. Et puis quand on parle aussi de diminution des traitements, il est bien précisé quand même qu'il ne faut pas en faire 0,0, quoi. Notamment, voilà, notamment on recommande qu'il y ait au moins un traitement qui soit fait. Au moment de la fleur. Donc voilà. Et donc quelques attaques sur feuilles, mais alors aussi quelques attaques sur raisin. Oui. De toute manière. Oui, oui. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Si vraiment l'attaque est très très forte et que les conditions sont très favorables, il se peut que voilà. Mais en fait, c'est. Mais lié à l'intensité de la saison. Exactement. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des gens qui vous répondront plus précisément que moi. Juste, effectivement, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait, ce que tu disais, que c'est tolérant, c'est-à-dire que ce n'est pas zéro traitement. Donc, effectivement, surtout en cas de forte attaque, des traitements sont sûrement nécessaires. Ça permet de réduire complètement le nombre de traitements. Donc, peut-être ce qui est sorti dans la presse, c'est aussi peut-être qu'il n'y avait pas du tout eu de traitement et que dans ces cas-là, forcément, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de remise en cause par rapport à ça. Et c'est vraiment toutes les variétés, là. Il n'y a pas de différence. Elles sont toutes tolérantes, mais il n'y en a pas de... Voilà. À des degrés différents, oui, c'est vrai. En fonction des variétés, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les variétés bouquets. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Elles semblent prometteuses. À tous les niveaux. Oui, donc ce sont des variétés tolérantes aussi. Et puis ça, nous, on les observe depuis plusieurs années. On n'a pas vu, comme on parle de contournement de la maladie, donc ce n'est pas le cas. Et après, elles sont prometteuses, oui, pour notamment la région Languedoc-Roussillon. Il y a une forte attente là-dessus. Alors, je n'exclus pas du tout les autres régions viticoles, mais il y a une forte attente de la filière en Languedoc-Roussillon sur ces variétés-là, parce qu'elles sont vraiment adaptées. Elles donnent des vins proches de ceux qu'on peut rencontrer dans notre région, quoi. Je sais pas, vous aviez d'autres... Y a-t-il d'autres questions? Échanges? Oui. Juste une petite réflexion, parce que vous avez posé la question tout à l'heure de à quelle échéance faudrait-il prendre à bras le corps cette thématique. Et je me permettrai de dire, considérant le temps long, alors cette fois-ci pas pour l'INAO, mais pour la plante, il y a intérêt à continuer à investir sur le sujet, à continuer à investir sur la résistance maladie. Ça marche bien, le micro. Résistance maladie, bien évidemment, ce que l'on évoque depuis tout à l'heure, mais également tout ce qui va être résistance à la sécheresse, résistance aux conditions climatiques nouvelles. Enfin, il y a plein d'axes. On parle de variétés tolérantes, variétés résistantes, mais en fait, c'est une grande famille assez diversifiée, permettant, on l'espère tous, de répondre à l'évolution ressentie, ou en tous les cas contrainte aujourd'hui. Donc, si je me permets, à quelle échéance? C'est hier.
Voilà. Mais voilà, il ne s'agit pas de dire, parce qu'on sait pertinemment, et ça a été rappelé, le temps est long pour la sélection, pour tester, voilà. Et puis après, derrière, on l'a vu dans les différentes variétés qui ont été proposées, toutes n'ont pas le même résultat organoleptique non plus. Hein. On commence à voir des retours de certaines zones d'appellation, je parle appellation, mais de certaines zones qui ont commencé à planter certaines des variétés résistantes qui disent finalement, on s'aperçoit que ça ne rentre pas tout à fait dans l'identité des produits auxquels nos consommateurs sont habitués pour notre secteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Je dis pas forcément intéressante pour l'identité des vins de notre secteur. Donc, hein, je relativise mon propos. Donc, il faut vraiment continuer à chercher. Et l'intérêt, vous l'avez évoqué, hein, c'est tout le développement et le focus qui est fait de manière territorialisée pour avoir les variétés adaptées à tel ou tel secteur, tel ou tel type de production. Voilà. On ne va pas avoir des variétés résistantes idéales pour faire tous les titres et toutes les identités de produits d'un coup, quoi. Ça va pas, on le saurait quoi, si ça existait. Oui, juste un petit point par rapport à la sécheresse, parce que j'ai vu que c'est une attente forte de résistance des variétés à la sécheresse, alors qu'elles soient résistantes ou pas. L'école d'agronomie de Montpellier et INRAE travaillent, c'est vraiment un sujet, il y a des doctorants qui sont dessus, il y a un sujet pour trouver les marqueurs, parce qu'on ne les a pas encore. En fait, si on veut dire qu'une variété est plus résistante qu'une autre, quels sont les critères qui permettent de dire ça? Alors par observation, les vignerons et tous, on a des observations qui nous permettent de dire, mais on n'a pas les marqueurs. Ça, ils n'existent pas. Ils travaillent dessus, il y a des sujets de recherche dessus pour trouver les marqueurs de dire que telle variété est significativement plus résistante que telle autre avec tel ou tel critère. Et du coup, je me permets, c'est l'objectif de VinDoc Lab, justement, de pouvoir travailler avec des réseaux de viticulteurs de façon à pouvoir étudier in situ, dans des conditions réelles, un maximum de variétés, voilà, dans un maximum de différentes conditions, quoi. Parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est ça, c'est d'avoir des références, c'est d'avoir des points de comparaison et voilà, et d'aller vite. Voilà. Et il me semble, moi, que voilà, travailler sur les variétés résistantes, ça peut vraiment être un levier face à la transition climatique. Mais voilà, il faut arriver à le faire plus collectivement. Je pense qu'un des points d'achoppement aujourd'hui, c'est que ce sont souvent des démarches individuelles et qu'on a du mal à capitaliser sur les expériences. Voilà. Très bien. Ah. Je vais monopoliser, mais je profite des blancs. Je me dis, il n'y a personne qui lève la main. Donc, c'est juste une toute petite remarque, sans oublier la génétique que l'on connaît déjà et qu'on a un peu oublié, de variétés locales, anciennes, etc., qu'on aurait peut-être dans certains cas intérêt à aller rechercher, quoi. Voilà, ou en tous les cas, à pas complètement laisser disparaître déjà ça, et puis aller rechercher, parce que notamment en termes d'adaptation climatique, on peut, je pense, trouver quelques réponses, pas forcément aussi intéressantes ou objectives, mais en tous les cas, ne pas laisser tomber ce patrimoine génétique-là. Ok. Merci beaucoup pour cet échange et cette présentation. Oui. Présente-toi. Bonjour, Oriane Dudois. Du coup, moi, je suis la chargée du projet de ce programme de recherche ViniDoc. Juste pour une information générale, pour ceux que ça intéresse, on est en train d'organiser un colloque national en décembre prochain à Toulouse, où seront présentées les recherches globales au niveau de la France, donc pas qu'en Occitanie, hein, de la génétique de la plante jusqu'à l'acceptation producteurs-consommateurs, le volet marketing. Donc voilà, ce n'est pas 2 journées de conférences dédiées vraiment à des professionnels académiques, hein, c'est ouvert à tous, aux professionnels de la filière. Hein, donc n'hésitez pas à venir me voir si toutefois vous êtes intéressés. Voilà.